Ok. Bonjour, bonjour. Donc, on va pouvoir commencer le cours. Alors, je sais pas, je pense que tout le monde a eu l'info que ça commençait à 10 heures. Bonjour. Normalement, normalement c'est bon là-dessus. Je sais pas si vous avez vos emplois du temps qui ont été changés du coup, ou si s'il y a encore le truc en attente. Alors, bon, on va commencer cette deuxième séance de la deuxième séquence du coup, qui concerne les forces et les travaux. Donc c'est la cinquième séance en tout de statique. Donc je vous rappelle, hein, la première séquence c'était sur la cinématique. On avait eu 3 séances sur la cinématique. Vous avez pratiquement tous, je crois, rempli le questionnaire. Hein, ça c'est ok. J'ai vu qu'il y en avait certaines et certains qui n'avaient pas utilisé leur adresse mail en malaquais. C'est pas si grave que ça, mais la prochaine fois, essayez de bien utiliser vos adresses mail en paris-malaquais.archi.fr. Et sinon c'est bon là-dessus. Du coup, la deuxième séance, on va s'attaquer au calcul des réactions. Donc déjà, je vais introduire un petit peu en reparlant un petit peu de ce qu'on avait vu la dernière fois. Hein. Comme d'habitude, on avait vu la définition d'une force, la définition d'un moment. Une force, donc on va dire une action qui a tendance à provoquer ou empêcher finalement un mouvement d'un corps rigide. Donc une force, on la définit par une direction, les directions qu'on voit en pointillé pour chacune des forces F1 et F2 ici. Un sens, donc F1 qui par exemple va vers le haut, puisqu'on a mis la petite flèche comme ça au-dessus. On pourrait mettre une petite flèche qui va vers le bas comme ça ferait une force F1' qui serait égale à moins F1 pour le coup. Un sens donc et une amplitude, donc on voit que typiquement ici F1 et F2 n'ont pas la même amplitude. Donc voilà, c'est un peu on va dire le même ordre d'idées, le même nombre de paramètres dont on a besoin pour définir un moment. Hein. Un moment, on a besoin d'un pôle. Donc un pôle, c'est simplement un point autour duquel on va faire tourner en fait on va s'imaginer que c'est comme un tournevis, mais on va faire tourner notre moment autour d'un certain point pour entraîner un mouvement de rotation. Hein. Un moment, c'est à la différence d'une force qui provoque un mouvement de translation d'un corps rigide, un moment, ça va provoquer un mouvement de rotation d'un corps rigide autour d'un certain point. Et donc ce point, c'est le pôle. Donc ici, le moment M1, par exemple, il tourne autour du pôle qu'on voit juste à côté du point C, là. Le moment M2, il provoque un mouvement de rotation, on va dire, autour d'un point qui est situé à quelques centimètres du point B. Et puis donc on a exactement pareil qu'une force, hein, finalement. Les deux autres paramètres qui nous servent à définir le moment, c'est un sens du coup et une amplitude. Donc le sens, c'est soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors le sens inverse des aiguilles d'une montre, on dit aussi que c'est le sens direct. Donc ça c'est en référence à un aspect des mathématiques qui s'appelle la trigonométrie, où on définit le sens direct comme étant le sens inverse des aiguilles d'une montre par convention, et tout le monde s'entend sur le fait qu'un angle est positif quand on le regarde. Par exemple, alors le moment M1 là, il va être positif par exemple, et le moment M2 va être négatif. Donc ça c'est une convention, hein. On pourrait complètement inverser, mais du coup, pour faire en sorte que tous les ingénieurs du monde aient globalement la même chose, ben on a choisi cette convention dans ce sens-là. Donc voilà pour la force et pour le moment. On avait vu cette petite chose la dernière fois, les deux manières un petit peu de faire on va dire de la rupture sur une structure toute simple. Hein. Une petite structure isostatique comme ça avec un pivot d'un côté et un appui simple de l'autre. Et donc on avait vu qu'il y avait une manière de se rompre qui était en fait due au fait que l'appui à droite, là, le pivot, n'était pas assez solide en quelque sorte. Et l'autre manière de rompre ce petit module, hein, cette petite poutre sur deux appuis, c'était donc d'appuyer au milieu, hein, pareil qu'avant, mais simplement ici, ce qui rompait, c'est la poutre elle-même, et non pas l'un des deux appuis qu'on a ici. Donc,
Ça a à voir avec de ce dont on va parler aujourd'hui, hein, avec les réactions dans la première situation. Donc les réactions, on va voir quel est le rapport entre les réactions et les liaisons externes, les appuis finalement qu'on utilise dans une structure isostatique. Et la deuxième situation, elle a à voir avec ce qu'on appelle des sollicitations, donc ce qui se passe, en quelque sorte, hein, ce qui se passe à l'intérieur de la poutre. Et donc on va voir dans la séance prochaine, la semaine prochaine, si, enfin pourquoi on peut avoir ce type de rupture en fait, et qu'est-ce que c'est une sollicitation finalement. Donc là aujourd'hui on va juste s'intéresser à notre première situation ici, on va s'intéresser à ça, donc à la définition des réactions, de ce qu'on appelle des réactions, et dans la séance suivante, la dernière séance de la deuxième séquence sur les forces et travaux, on va regarder ce que c'est les sollicitations. Pardon. Alors, donc la dernière fois, ce qu'on avait vu aussi, c'est le principe des travaux virtuels. Donc c'est un principe qui nous permet, à partir ce qu'on appelle d'un mouvement virtuel, de faire un équilibre de plusieurs forces les unes avec les autres, pour faire en sorte que le mécanisme virtuel soit, la structure soit complètement équilibrée finalement, sous un ensemble de forces qui donc vont l'équilibrer. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on calcule le travail virtuel de chacune des forces, donc pour un déplacement virtuel donné, hein, on fait un déplacement virtuel quel qu'il soit, on calcule pour chacune des forces et des moments le travail virtuel qui est développé dans ce déplacement, rotation virtuelle, comme on veut, hein, et on fait la somme de tous ces travaux, et la condition d'équilibre de toutes ces forces qui s'appliquent sur une structure, c'est finalement que ce travail virtuel doit être égal à 0. Donc si vous avez un travail virtuel, le but finalement, ça va être d'exprimer ce travail total en fonction d'un même paramètre, d'un paramètre de déplacement virtuel ou d'un paramètre d'angle virtuel, hein, peu importe. Mais le but, ça va être d'exprimer ce travail en fonction de ce même paramètre, et de dire que, quelle que soit la valeur de ce paramètre, le travail doit être égal à 0. Et puis ensuite, du coup, d'en déduire une relation entre les différentes forces, les différentes actions qui s'exercent sur une structure, pour avoir à la fin une condition d'équilibre. Alors, juste un petit instant. Ok. Alors, donc, on va faire ça sous la forme d'un petit exemple. On va faire un petit exemple. Voilà, on va prendre le temps de regarder un exemple d'un bout à l'autre, hein, pour voir si vous avez encore des petites questions là-dessus, hein. De toute façon, vous n'hésitez pas à intervenir pendant l'explication, là, s'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Donc on a une structure. Ici, on a une structure qui est composée d'une poutre 1 et d'une poutre 2. On a donc plusieurs liaisons externes. On a une liaison externe pivot, une liaison externe appui simple en B. On a une liaison interne qui relie les deux poutres en C, une liaison rotule. Et puis on a deux forces comme ça, F1 et F2, qui arrivent donc avec ce qu'on a défini comme étant une longueur un peu générique, une longueur A comme ça. Donc la force F2 arrive par en dessous ici, la force F1 arrive par au-dessus ici. Alors la méthode qu'on a vue un petit peu la dernière fois, qu'on a appliquée en TD, c'est quelle est la condition, trouver la condition en fait entre F1 et F2 pour que ce système soit bien à l'équilibre. Donc il y a plusieurs étapes, hein, à parcourir pour trouver ce résultat entre F1 et F2, hein, à l'équilibre. Est-ce qu'on le fait? Non, on va pas le... On va d'abord faire l'étude cinématique de ce système, hein. On compte le nombre de degrés de blocage, le nombre de degrés de liberté, et puis on fait le bilan comme on sait bien faire, hein. On fait donc 3 fois P, donc 3 fois 2, ça fait 6. Le nombre de degrés de blocage intérieur, on en a simplement 2 à cause de cette liaison rotule interne en C. Donc ça fait donc 3P-2. Alors, on va faire tout le bilan, hein, mais le nombre de degrés de blocage externe, on a la pivot ici et l'appui simple ici. Ça nous fait en tout 5 degrés de blocage, en comptant les internes et externes. Et on avait 6 degrés de liberté à l'origine, donc on a plus que 1 degré de liberté restant. C'est un mécanisme hypostatique. Et le seul mouvement possible, on va essayer de le trouver avec l'emplacement des points de rotation. Donc déjà à partir de là, quand vous avez un système
qui vous donne un bilan égal à 1. Vous en déduisez que c'est un mécanisme hypostatique, ok. Et à partir de là, vous savez, vous êtes sûr et certain que vous allez trouver des centres de rotation, en tout cas pour certaines pièces. Si ça se trouve, il y a des pièces qui vont pas du tout bouger, et il y en a d'autres qui vont éventuellement bouger. Alors c'était le dernier exercice dans le quiz, où vous aviez un système justement avec 3 poutres de mémoire, hein. Vous aviez 3 poutres comme ça qui étaient reliées les unes entre les autres. Il y avait une poutre tout en bas à droite, si je dis pas de bêtises, qui était complètement fixe, et les autres qui pouvaient avoir un mouvement. Et en fait, on trouvait du coup un bilan 3p moins i moins e égale à 1, donc c'était bien un mécanisme hypostatique, ça pratiquement tout le monde l'a trouvé dans le quiz. Mais la difficulté, c'était qu'il y avait une poutre parmi les 3 qui était complètement fixe, mais les autres qui effectivement pouvaient remuer, pouvaient bouger. Donc ça peut arriver. Vous avez parfois, donc ici pour un système de 2 poutres, ça va être compliqué, hein, mais un système de 3 ou 4 poutres par exemple, vous pouvez très bien avoir une partie du système qui est complètement isostatique, qui est fixe, qui est une structure même, et si vous y reliez à ce système fixe un mécanisme hypostatique finalement, vous allez avoir quand même du mouvement sur la structure globale. Et ça, vous pouvez le prévoir d'ores et déjà si vous trouvez un bilan égal à 1. Bon, du coup, ce qu'on a, c'est donc un mécanisme hypostatique, mouvement possible, et il y a un seul type de mouvement possible en fait. Vous allez pouvoir paramétrer tout le mouvement par rapport à un seul paramètre, qui va être, je pense, un paramètre de rotation, hein, typiquement, un angle qu'on appelle alpha. Donc on va voir ça un peu par la suite, mais déjà, on place simplement les centres de rotation, hein, les centres de rotation absolus et relatifs. Donc ici, on a 3 points à trouver. On a le centre de rotation absolu de la poutre 1, le centre de rotation absolu de la poutre 2, et le centre de rotation relatif entre les deux poutres qui sont liées, entre 1 et 2. Donc ces 3 points, on essaie de les placer, hein. Le premier point, il se place de manière assez triviale, hein. Le centre de rotation absolu C1, il se place en A, forcément à cause de la liaison pivot. La liaison rotule interne nous donne directement le centre de rotation relatif entre 1 et 2, qui se place en C. Et la liaison appui simple, elle nous donne un indice simplement sur l'emplacement possible du centre de rotation C2, mais qui peut être n'importe où sur cette droite. Je le répète encore une fois, mais cette situation, c'est différent de la situation d'une liaison glissière, hein. Une liaison glissière, on connaît directement le point, le centre de rotation qui est donné par une liaison glissière externe, il se trouve à l'infini, donc soit à l'infini de ce côté, soit de ce côté c'est le même point, mais en tout cas on connaît le point si c'est une liaison glissière. Ici on a une liaison appui simple, donc on a simplement une information sur un emplacement possible du centre de rotation absolu de la poutre 2. Comment on trouve le centre de rotation absolu de la poutre 2, comment on trouve son emplacement exact? Pour ça, on utilise le théorème de Kennedy, hein. Le théorème de Kennedy nous dit que dans un mouvement possible, on doit avoir C1, C1,2 et C2 qui sont alignés. Et donc forcément, C1, C1,2, ils définissent une droite à E2, hein. Avec ces 2 points, on peut tracer une droite. Et donc sur cette droite, qu'on voit en vert ici, se trouve du coup forcément le centre de rotation C2, si on veut qu'il y ait un mouvement. Voilà. Donc dans un mouvement possible, on a bien alignement de C1, C1,2 et C2 qui serait quelque part sur cette droite, hein. Si C2 était à gauche du point A ici, on aurait bien un alignement de ces 3 points. S'il était au niveau du point E, on aurait alignement, etc., etc. N'importe où sur cette droite, il pourrait même être à l'infini dans cette direction ou dans l'autre, hein, c'est pareil. On aurait bien un alignement des 3 points. Donc il peut être vraiment n'importe où sur cette droite. Et en fait, c'est, on va dire, la somme de ces 2 indices qui nous permet, donc l'indice C2 quelque part sur cette droite verticale et C2 quelque part sur cette droite horizontale, qui nous permet de conclure simplement sur l'emplacement exact de C2, du centre de rotation absolu de la poutre 2. Donc forcément, le seul point possible, c'est ce point d'intersection, hein. Si on avait un C2, je remets ici, hein, si on avait un centre de rotation C2 qui serait situé quelque part sur la droite verte, par exemple en E,
et ben il satisferait pas la condition d'être placé sur cette droite ici, hein. Donc, et inversement, hein, si vous mettez C2 par exemple à ce point-là, là, un petit peu au-dessus du point B, hein, il satisferait bien la condition de l'appui simple, mais il ne satisferait plus la condition qui est nécessaire de cette droite verte, de l'appui, du théorème de Kennedy, hein, la condition que nous a donné le théorème de Kennedy. Donc C2, forcément, il a qu'un seul emplacement possible, c'est ce point d'intersection entre les deux droites. Alors maintenant qu'on a tous les centres de rotation, donc les deux centres de rotation absolus de 1 et 2, on va pouvoir tracer un mouvement possible. Alors pour tracer un mouvement à partir des centres de rotation, il faut partir d'une des deux poutres, hein. On part par exemple de la poutre 1, on lui donne un petit mouvement de rotation autour de son centre de rotation absolu, et puis on fait pareil de l'autre côté, hein, C2, on trace aussi un petit mouvement de rotation autour du centre de rotation absolu qu'on a trouvé C2. Alors, dans un exo que j'avais donné, donc ça c'est pour mon groupe de télé, enfin pour tout le monde, hein, de toute façon, mais il y avait alors le même exemple, si je vous trace ça comme ça, tchouk. Donc on a une liaison appui simple ici, une liaison pivot ici, je mets une liaison rotule ici, un mouvement possible, donc je dessine le mouvement possible, hein, c'est d'appliquer un mouvement de rotation comme ça sur cette poutre 1, donc on appelle cet angle alpha, et il y en a pas mal qui m'ont dessiné un mouvement, alors que je savais que C2 est ici, C1 est ici, hein. Il y en a pas mal qui m'ont dessiné un mouvement de la poutre 2 qui était comme ça. Je vais faire un trait, hop, et qui arrive ici, avec la liaison qui apparaît ici. Alors, ce type de mouvement, ça, c'est une possibilité de mouvement, effectivement, mais c'est un mouvement qui se passe en grand déplacement, on va dire. Dans un petit déplacement, de toute façon, ce qu'on a dit, c'est que la poutre ici, par exemple, elle arrive pile à la verticale, hein. La poutre peut s'allonger un petit peu, si vous voulez, mais en fait, c'est exactement la même longueur au-dessus et en dessous. Donc en fait, quand vous essayez de faire tourner la poutre ici autour de C2, bah, vous pouvez le faire en fait. Donc, comment dire, ce petit bout de poutre, de toute façon, celui qui a été dessiné ici, il correspond pas à une rotation de la poutre noire au-dessus autour de C2. Il correspond à une rotation autour d'un point qui serait quelque part ici, par exemple. On aurait une rotation comme ça du bout de poutre noire autour de ce point là-bas, et du coup ça nous ferait le résultat qu'on voit entouré en vert. Mais si vous tournez autour de ces deux, vous devez avoir forcément quelque chose plus de ce type-là. Je vais le faire ici. Hop, vous avez forcément la poutre qui tourne autour du point défini à ce niveau-là, autour de C2 du coup. Et vous avez un autre angle ici qu'on peut appeler bêta, hein, mais qui se trouve être égal à alpha de l'autre côté. Mais en tout cas, les positions possibles de cette poutre autour de C2, les mouvements virtuels que vous pouvez faire de cette poutre avec la donnée, avec l'information du centre de rotation absolu C2, c'est ce type de mouvement, quoi, des rotations comme ça autour du point C2. Et vous en choisissez un qui soit compatible avec ce que vous avez dessiné à gauche du coup, qui fasse en sorte de rejoindre les deux droites comme ça, puisque vous avez une rotule au milieu. Alors voilà, bon, on va revenir dessus pendant les TD, hein, mais quand vous avez... en fait, pour dessiner un mouvement virtuel, retenez ça, que pour dessiner un mouvement virtuel, vous avez besoin absolument de tous les centres de rotation absolus et relatifs. Et du coup, c'est à partir de ces centres de rotation que vous pouvez dessiner ce mouvement virtuel. Donc là, la poutre 2, elle tourne autour du point C2, en faisant un petit angle comme ça, bêta. Et ici, ce qu'on voit, c'est que bêta n'est pas égal à alpha. Alors le cours commençait à 10h, justement. On avait il y avait eu un mail il y a 2 jours, je crois. Un petit changement d'horaire pour dire que ça commençait à 10h, mais là, on a juste fait quelques rappels pour le moment. Hein. Donc pas d'inquiétude.
Donc pour calculer cette relation entre alpha et bêta, puisqu'on veut tout exprimer en fonction de alpha, on part du triangle ACC', qu'on voit ici, en orange, et on regarde du coup la valeur de cette longueur ici, CC', qui est égale à alpha fois 2a. Donc ça on sait faire, hein, l'angle fois la longueur au-dessus, du fait qu'on est en petit déplacement. Pas de souci, il n'y a pas de souci. Ensuite on regarde l'autre triangle ici de l'autre côté, le triangle vert qu'on voit là, le triangle BCC', qui nous donne de la même façon la longueur CC'. Et donc on a deux valeurs pour la longueur CC', qu'on peut du coup égaliser entre elles. On peut très bien dire que comme CC' égale ça, et que c'est aussi égal à ça, bah, du coup, ces deux termes, on va dire, sont égaux entre eux, hein, et on simplifie tout ça, et on a bien bêta égale 2 fois alpha. Donc on va remplacer ce bêta ici, qu'on ne connaissait pas, mais qu'on a réussi à exprimer en fonction de alpha, on va le remplacer par 2 fois alpha. Comme ça, on a que du alpha, on va dire, dans notre mouvement virtuel. Donc à partir de là, on va pouvoir calculer les déplacements au niveau des forces, pour pouvoir ensuite faire le calcul du travail virtuel de ce mouvement virtuel. Hein. Donc le premier déplacement, on prend le triangle qu'on voit en violet, et on fait toujours la même chose, hein, l'angle fois la longueur entre la longueur ici dans le triangle. Hein. Du coup, ça nous donne alpha. Donc alors, si on détaille, ça fait 2 fois alpha, l'angle fois la longueur a sur 2, et ça fait, si on simplifie par les deux là qui sont un au-dessus, un en dessous, alpha fois a. Et pareil pour D2, hein, on a une longueur a et un angle alpha, et donc on trouve alpha fois a. Alors sur la slide précédente, on a ça. Cette slide, c'est simplement qu'on a remplacé en fait, on a remplacé notre terme qui était en bêta ici. Avant, on avait un bêta qu'on connaissait pas forcément, mais avec cette petite égalité qu'on a mis en place, on arrive à trouver bêta égale 2 fois alpha. Alors, hop, comme ça, voilà. Donc ça, de toute façon, je vous envoie le cours comme d'habitude après, hein, et là, il y aura l'exemple dedans. Mais c'est avec cette technique qu'on trouve finalement l'angle ici à droite en fonction de l'angle à gauche dans cette situation. Ce qu'on avait vu la plupart du temps, en fait, c'était que alpha était égal à alpha de l'autre côté aussi, qu'on avait exactement la même longueur des deux côtés, mais c'est pas forcément toujours le cas, comme on le voit ici. Donc, je continue sur les déplacements, hein, le déplacement ici, donc qu'on a calculé, qui est égal au niveau de la force F2, qui est égal à alpha fois la longueur A. On calcule le travail virtuel de tous ces déplacements par rapport à leurs forces respectives, hein. F1 fois le déplacement D1 qu'on voit ici, et F2 fois le déplacement D2 qu'on voit ici. Et donc on trouve, par rapport aux valeurs de D1 et D2 qu'on avait calculées avant, on trouve bien F1 fois alpha fois A. Et alors oui, le signe ici correspond au fait que F2 va dans le sens inverse du déplacement D2, hein, ça on se souvient de la semaine dernière, où on avait dit qu'un travail était négatif si on avait une force qui allait contre le déplacement virtuel, hein, et quand il y a une force qui favorise le déplacement, au contraire, on a un travail qui est positif, on a une contribution positive. Donc ce signe moins, il vient de là, hein, moins F2 fois D2. On trouve ensuite une expression en fonction de notre paramètre alpha, donc alpha fois quelque chose entre parenthèses du coup, et à chaque fois on doit trouver en fait un travail en fonction qui est égal finalement à notre paramètre qu'on a choisi au début fois quelque chose du coup qu'on peut mettre entre parenthèses. À chaque fois on aura cette situation là. Et puis donc on applique le PTV, hein, le principe des travaux virtuels. La dernière fois on avait vu que pour tous les déplacements alpha, les mouvements virtuels alpha qu'on faisait, le travail virtuel doit être égal à 0 pour avoir une situation d'équilibre complète, et donc cette condition se traduit par ce truc entre parenthèses qui est égal à 0, hein, forcément. Si c'était pas égal à 0, on pourrait avoir un travail qui serait non nul, hein, quelles que soient les valeurs de alpha. On pourrait prendre par exemple alpha égale 1, et si ça c'est différent de 0, bah, on aurait un travail virtuel qui serait non nul. Donc la seule condition pour faire en sorte que pour tous les angles alpha, alpha chapeau, ce travail virtuel doit être nul, et bien la seule solution finalement c'est d'avoir cette chose entre parenthèses, alpha, alors f1 fois a, moins f2 fois a, qui est égal à 0. Et on en déduit finalement
en retirant les deux A ici à droite et à gauche, hein, si vous voulez, on en déduit la condition d'équilibre F1 égale F2. Donc ça, voilà, ça c'est un exemple de travail virtuel à calculer pour trouver une situation d'équilibre sur un mécanisme du coup de 1 degré de liberté, qui a 1 degré de liberté, ça veut dire qu'il y a une seule façon de se déformer en gros. 1 degré de liberté, ça veut dire qu'on peut exprimer finalement le travail en fonction d'un seul et même paramètre, et de tout le reste qui finalement est connu. Donc, ça c'était les rappels de la semaine dernière. Donc là maintenant on va voir, donc on a pris un peu le temps de rappeler tout ça parce que finalement le calcul des réactions va beaucoup se rapporter à tout ce travail qu'on a découvert la semaine dernière, à justement ce calcul de travail virtuel, les mouvements virtuels, etc. On va refaire un petit peu ça pour les réactions, mais d'une manière, avec une méthode, en appliquant une méthode un peu particulière. On va voir ça. Alors, donc dans ce nouveau chapitre, on va dire, de la séquence force et travaux, on va s'intéresser aux réactions. Donc on va voir dans un premier temps ce que sont les réactions, pourquoi il y a des réactions qui apparaissent quand on est sous ce qu'on appelle des efforts extérieurs, hein. Et puis on va voir qu'on va être amené à redéfinir, encore une fois, hein, les liaisons cinématiques externes en fonction de ces réactions. Et puis enfin on va voir comment utiliser cette méthode qu'on a vue juste avant là, pour calculer les réactions d'une structure isostatique. Donc on commence avec cette structure isostatique toute bête. Normalement, alors je sais pas s'il y a des questions hein, sur l'ensemble de ce raisonnement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir dans le chat, mais on peut commencer du coup sur les réactions là-dessus. Donc on regarde cette petite structure isostatique, hein, cette structure toute simple. On voit que c'est une structure qui est, alors on peut le calculer, hein, qui est donc stable d'un point de vue purement cinématique, hein, c'est une structure isostatique puisque on a 3 degrés de liberté, 3 degrés de blocage, et si on essaie de placer le centre de rotation absolu de la poutre, on va se rendre compte qu'il n'existe pas, qu'il est impossible à placer en tenant compte de toutes les conditions de chaque liaison. Donc c'est une structure qui est totalement isostatique. On va regarder une force qui va arriver sur cette structure, parce que tant qu'il n'y a pas de force, en fait, il ne se passe pas grand-chose, hein, de manière purement cinématique. On a simplement une structure dont on a prouvé qu'elle était stable, mais si pour le coup vous commencez à y faire tomber des forces en quelque sorte dessus, bah là vous pouvez avoir des complications comme on avait vu la dernière fois avec cette rupture notamment qui se faisait au niveau d'un des deux appuis. Alors ce qui nous intéresse en fait c'est ce tout premier instant, cet instant où précisément la force rentre en contact avec la structure. Donc on s'intéresse à cet instant en particulier, on va pas regarder les instants où on a de la déformation comme ça, où on a une énorme rupture à la fin, hein. Ça nous intéressera pas, mais on va simplement regarder ce premier instant où, dès qu'on a le contact, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de décrire ce qui va se passer, et notamment au niveau des liaisons, hein. On a, à ce premier instant, quelque chose de complètement stable, finalement. Vous allez pouvoir appuyer pendant, on va dire, quelques secondes, si vous utilisez la même force, sans que rien ne bouge. Vous avez un équilibre statique qui est parfait, en fait. Vous avez quelque chose de complètement équilibré. Alors, ce qu'on peut déjà se demander, c'est que, est-ce que cet équilibre, ça a quelque chose à voir avec l'équilibre qu'on avait vu dans le principe des travaux virtuels? La réponse est oui, hein, on a la même notion d'équilibre quand on applique le principe des travaux virtuels, quand on essaie de faire un équilibre statique complet avec le principe des travaux virtuels, avec toute la méthode qu'on a vue avant, hein, c'est le même type d'équilibre. Et justement, on va essayer de retrouver ce principe des travaux virtuels dans cette situation. Donc les liaisons retiennent la poutre en quelque sorte, voilà, et l'empêchent de basculer. On peut complètement assimiler cette situation à une situation comme ça avec, on va dire, deux petites mains comme ça qui retiennent la poutre pendant que une force s'exerce au milieu de celle-ci, hein. On peut complètement dire que ces deux situations sont équivalentes. Donc on a clairement une poutre ici qui est en équilibre parfait, sous une force comme ça extérieure, qu'on appelle une force extérieure du coup, qui est F,
et sous on va dire les liaisons qui retiennent finalement cette poutre. Voilà, les deux situations sont ici complètement équivalentes. Vous remarquez que si vous enlevez la main, vous avez un déséquilibre qui va arriver, hein. Si vous êtes dans cette situation comme ça, avec une poutre comme ça sur vos deux doigts, et que quelqu'un appuie dessus, et que vous retirez l'un de vos deux doigts, vous allez tomber du coup. On va avoir un équilibre statique qui va être rompu, et donc voilà, s'il y a l'une des deux mains en quelque sorte qui va ne plus pousser assez fort, on va avoir un équilibre statique rompu. Mais ce raisonnement, il fonctionne aussi dans l'autre sens. Si on a une main qui pousse trop, de la même façon, on va avoir un équilibre statique qui va être rompu, puisqu'on va avoir la poutre qui va se mettre à bouger. Donc il faut en même temps que les deux mains de chaque côté ne poussent pas trop fort, sinon on n'a plus d'équilibre statique entre la force et les deux mains, et il faut en même temps que les deux mains tiennent assez fort quand même. Donc on peut déjà voir de manière un peu comme ça, un peu empirique on va dire, on peut déjà voir que il va se passer quelque chose au niveau de cet équilibre, que pour avoir un équilibre, on va devoir non seulement ne pas trop appuyer, mais aussi appuyer quand même assez fort. Donc on a eu cette idée de valeur, on va dire de valeur limite entre une situation où on va se déformer donc d'un côté, ou une situation où on va tomber comme ça. Donc ce point d'équilibre en quelque sorte, on va essayer de le caractériser de manière un peu plus propre que comme ça avec des mains. On va essayer de bien le caractériser avec les outils qu'on connaît jusque-là. Hein. Ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que une main finalement qui pousse un objet, ce qu'on avait vu, hein, c'est que la définition d'une force, c'est finalement une action qui va tendre à faire translater un objet. Et ce qu'on avait vu la dernière fois avec cette analogie avec une main qui poussait une bille, hein, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait une main qui appuyait sur une bille comme ça, et on avait, au moment même où on a un contact entre la bille et la main, on a cette création d'une force. Alors, dans la réalité, est-ce que cette force existe? Ça, c'est une autre discussion, mais on peut modéliser en tout cas l'action d'un objet sur un autre par une force qui s'exerce de cet objet à l'autre. Et donc ces deux mains, on peut très bien les modéliser par deux petites forces comme ça qui arrivent et qui iront contre le mouvement qu'impose finalement cet effort extérieur F. Donc, alors, ce qu'on a fait là, tout ce travail, c'est finalement définir ce que sont les réactions. Les réactions, c'est ça, c'est les actions finalement qui vont retenir la poutre et qui vont lui permettre de maintenir son équilibre statique sous un effort extérieur, sous un ou plusieurs efforts extérieurs d'ailleurs. Voilà, c'est la remarque que je vous ai mise, hein, si on n'a pas de force extérieure, alors on n'a pas de réactions qui vont être créées. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est complètement consécutif à la création, à l'application de force extérieure sur une structure. C'est que les réactions apparaissent à la suite d'une force extérieure qui arrive. On peut s'imaginer que cette force, elle peut être par exemple 2 fois plus petite qu'elle ne l'est ici. Alors si on applique exactement les mêmes réactions qu'on appliquait avant, quand la force était 2 fois plus grande, eh bien on peut se dire qu'on aura peut-être un problème. Ça veut dire qu'on va être dans cette situation qu'on avait vue avant, où l'une des deux mains, ou les deux mains même, poussaient beaucoup trop par rapport à la force qui est appliquée. Donc ces réactions, elles dépendent vraiment des forces extérieures. Hein. On a, si on diminue par 2 la force extérieure, on a des réactions qui vont, donc là dans cette situation, être divisées par 2 également. Mais ce qu'on va voir après dans un deuxième temps, c'est comment calculer précisément ces réactions avec le principe des travaux virtuels. Pour le moment, ce qu'on retient, c'est que les liaisons externes développent du coup des réactions sous ce qu'on appelle des forces extérieures, hein, sous des efforts extérieurs, qui peuvent aussi être des moments. Hein. Mais cette situation-là, elle sera assez rare, hein, a priori. Donc on va finalement regarder chacune des liaisons, hein, on va redéfinir en fait chacune des liaisons extérieures pour le coup, pour essayer de retrouver à chaque fois ces réactions. Alors, on va faire un raisonnement qui va être le même pour toutes les liaisons les unes après les autres. Hein.
Donc on va regarder chacune des liaisons et on va se demander si elles permettent de retenir tel ou tel mouvement. Alors, on sait que il y a plusieurs mouvements possibles, il y a une infinité de mouvements possibles à faire dans le plan en 2 dimensions. Vous pouvez faire des translations, des rotations toujours autour du même axe et des translations dans n'importe quelle direction du plan. On peut résumer cet ensemble infini de mouvements possibles par simplement caractériser simplement 2 translations, typiquement une translation horizontale et verticale, et puis une rotation, toujours autour du même axe, toujours autour de l'axe qui sort du plan, qui est perpendiculaire au plan. Donc, tous ces mouvements possibles, on va simplement les résumer à 3 mouvements un petit peu caractéristiques qui vont permettre de définir tout le reste de l'infinité des autres mouvements possibles. Et on va simplement regarder du coup un mouvement de translation verticale, donc horizontale et verticale, et un mouvement de rotation autour de l'axe qui sort de la feuille, qui est perpendiculaire à la feuille. Donc on a juste 3 situations à regarder du coup. Dans un premier temps, on va se demander si, quand on applique une force extérieure sur cette structure, pas une structure, mais c'est simplement un objet, un corps rigide, une poutre qui est reliée par une liaison appui simple, est-ce que quand on applique une force comme ça d'un côté, on va avoir une réaction qui va être provoquée, on va avoir quelque chose qui va retenir en quelque sorte la poutre du fait de cette liaison appui simple. Alors dans ce cas-là, la réponse est évidemment non, puisque le principe de la liaison appui simple, c'est de laisser libre un mouvement de translation comme ça horizontal dans cette situation. Donc si vous appliquez une force extérieure, comme tout à l'heure, qui arrive parallèlement à cette direction, eh bien vous allez avoir aucune résistance de la liaison, vous allez simplement avoir le petit chariot qui va se mettre à glisser de droite à gauche du coup, et qui va être entraîné par cette force, qui va pouvoir tranquillement travailler dans ce mouvement-là, sans avoir aucune opposition. Cette liaison appui simple, voilà, elle laisse libre les mouvements de translation dans cette direction, ce qui fait que aucune réaction ne peut être créée, en quelque sorte, par la liaison appui simple dans cette direction. Alors, il y a une situation où, effectivement, on va pouvoir avoir une réaction qui va être opposée à un effort extérieur qui va s'ajouter à cette poutre ici. Si vous ajoutez un effort extérieur qui est vertical, est-ce que vous allez pouvoir avoir une réaction qui va s'appliquer de la liaison appui simple sur la poutre pour résister à ce mouvement? Exactement. Il y a autant de réactions que de blocages, finalement. Ça va être ça la conclusion de tout ce raisonnement, c'est que il y a une correspondance exacte, en fait, entre les degrés de blocage et les réactions qu'on a. Là, ce qu'on voit ici, c'est que si on applique effectivement une force extérieure qui va du haut vers le bas, ou du bas vers le haut même, vous allez avoir une réaction qui va s'opposer à ce mouvement, contrairement à avant où vous aviez le mouvement avec le chariot qui peut aller de droite à gauche. Ici, si vous avez un effort extérieur qui va dans cette direction, verticale, on va avoir la création d'une réaction comme ça qui va être dans le même sens, dans la même direction. Et tout ça, toujours en petit mouvement, effectivement. On est toujours en petit mouvement, et c'est un petit peu ce qu'on a dit, en fait, quand au début du cours, là, on disait, on se place simplement au premier instant de contact entre cette force qui arrive comme ça, et la poutre qui réagit, du coup, directement à cette force. Ça correspond, en fait, globalement, à ce qu'on appelle les petits mouvements aussi, c'est que si vous commencez à considérer des grands déplacements, ça s'appelle, vous allez prendre en compte la déformation au fur et à mesure de la poutre, et vous allez plus rester à cet instant précis où on a le premier contact qui se fait entre la poutre et la force. Donc, toujours en petit mouvement, puisque on s'intéresse à ce premier contact, et puis toujours en petit mouvement parce que ça va nous permettre aussi d'appliquer le principe des travaux virtuels après. Une résistance dans cette situation, elle vient s'opposer, donc c'est ce qu'on voit ici avec la main, si on met une force extérieure que j'ai pas représentée, mais qu'on imagine, si on met une force extérieure comme ça qui s'applique verticalement, on va avoir comme si une main retenait, comme s'il y avait une force qui retenait la poutre ici de tomber dans cette direction. Et puis on a encore ce travail à faire pour le moment. Ça c'est le troisième mouvement possible. Est-ce que si une force extérieure qui par exemple s'applique au bout de la poutre, ici,
est-ce qu'elle va pouvoir provoquer un mouvement de rotation de cette poutre reliée par une liaison à puits simple, sans qu'il y ait aucune résistance qui n'arrive? Et bien la réponse c'est oui, hein. Il va y avoir aucune résistance de la part de la liaison à puits simple, hein. Comme tu as dit, hein, y a autant de réactions que de blocage, il n'y a pas de blocage en rotation de cette liaison à puits simple, donc forcément si vous appliquez un effort extérieur qui va arriver sur la poutre et qui va avoir tendance à la faire tourner autour de n'importe quel point, hein, mais qui va avoir tendance à la faire tourner autour de l'axe qui est perpendiculaire au plan, et ben il n'y a rien qui va s'opposer à cette rotation dans cette configuration où une poutre est reliée par un appui simple tout bête. Alors, donc on a fait un peu le bilan des 3 mouvements possibles, hein. Ce qu'on retient du coup, c'est que impossibilité de retenir en tout cas un effort dans cette direction horizontale, impossibilité de retenir un, on va dire un moment, mais impossibilité de retenir la rotation de la poutre autour de ce point-là, hein, autour de n'importe quel point, et la seule possibilité de restriction, de réaction qui va arriver, ça va être cette réaction comme ça, verticale, dans la direction de l'appui simple. Donc on résume ça comme ça, on appelle cette réaction RVA comme le point A est une réaction verticale, hein. Donc la liaison appui simple ne fait apparaître qu'une seule réaction, et ici c'est la réaction verticale du coup qui est au point A. Donc cette réaction verticale, vous pouvez la représenter ici, vous pouvez la représenter n'importe où sur la droite, ce qu'on appelle la droite d'action, hein. C'est exactement la même force si vous l'appliquez, si vous la dessinez à cet endroit-là, ou si vous la dessinez par exemple au-dessus, sur sa droite d'action, en partant du point et en faisant une flèche comme ça qui part de A. Tant que vous l'appelez RVA, c'est toujours bon, hein, c'est toujours la même force. Donc voilà, on fait ce travail aussi pour chacune des liaisons externes, hein. Alors oui, une petite remarque quand même, c'est que tout le raisonnement qu'on a fait, il est toujours valable si vous tournez un petit peu la liaison, hein. Si vous appuyez dans cette direction, vous allez avoir une réaction qui va se former. Si vous allez mettre un effort extérieur dans la direction perpendiculaire à la direction de l'appui simple, vous allez avoir aucune sorte de résistance, hein. Et pareil pour la rotation, donc vous allez avoir exactement la même chose, mais le tout tourné ici de 45 degrés, hein. Les réactions sont bien définies par rapport à la forme des liaisons cinématiques, par rapport à leur orientation, par rapport à leurs caractéristiques, hein, leur centre de rotation, leurs axes, etc. Voilà, faire bien attention à pas mettre une réaction verticale sur cet appui simple, puisque l'appui simple ici ne va absolument pas résister dans cette direction perpendiculaire à RA ici. Donc l'appui simple, c'est ce qu'on vient de faire du coup comme caractérisation de la liaison cinématique, hein. On a encore 3 autres liaisons cinématiques à faire. On a la liaison, alors je sais plus dans quel ordre, voilà. On a la liaison pivot du coup. Cette liaison pivot, qu'est-ce qu'elle va pouvoir retenir comme mouvement dans cette configuration, hein, ou dans une autre? Une liaison pivot, elle retient les mouvements de translation. Les degrés de blocage d'une liaison pivot, comme tu as dit, hein, c'est les 2 translations, tout type de translation, et le seul mouvement possible, c'est les rotations. Donc on va pouvoir, ce qu'on avait vu avec ce bilan comme ça, on va faire la même chose pour la liaison pivot. On va pouvoir retenir la translation dans cette direction, la translation dans une direction horizontale, la translation dans une direction verticale, et le seul mouvement qu'on va pas pouvoir retenir, c'est les rotations autour du point B, les rotations de cette poutre. Donc les 2 seules réactions qu'on peut mettre sur 3, c'est la réaction horizontale, donc on appelle RHB ici, et la réaction verticale. Donc pour une liaison pivot, on aura toujours ce type de réaction qui va apparaître. Une liaison pivot, hein, si vous la tournez à 45 degrés, je vais faire le petit dessin, mais se rendre bien compte de ça. Si donc je fais une liaison, la liaison pivot qu'on vient de voir, qui est comme ça, tchouk. Si je la tourne de 45 degrés,
fais la poutre dans la même position, c'est strictement la même chose. Hein. C'est complètement égal comme situation. Vous avez à gauche une poutre qui va pouvoir tourner autour de ce point-là, et donc à droite aussi une poutre qui va pouvoir tourner autour de ce point-là. Et finalement, la seule définition d'une liaison pivot qui est utile, c'est la définition de ce point. Donc la pointe du triangle du petit dessin de la liaison pivot. Si vous orientez la liaison dans n'importe quelle direction, bah, ça va absolument rien changer, puisque le point va être toujours le même, c'est toujours le point de ce sommet du triangle qui définit la liaison pivot, et le reste de la liaison, bah, on s'en fiche un peu finalement. Donc dans cette situation-là, ici on a une réaction verticale, ici une réaction horizontale, et bien ici ce sera exactement pareil. On peut définir une réaction verticale, et, alors j'ai pas la place, je vais la faire ici une réaction horizontale du coup. Contrairement à l'appui simple, où vous avez une réaction qui peut suivre, qui doit suivre du coup l'orientation de la liaison appui simple. Donc voilà, attention à cette distinction. Bon, c'est rare qu'on voit des liaisons pivots dessinées comme ça non plus. Hein. Quand on dessine une liaison pivot, on la dessine toujours bien droite, quoi. Donc voilà pour la liaison pivot. Ensuite, donc voilà, on a décidé de mettre la liaison encastrement, mais la liaison encastrement, quels sont ses degrés de blocage? Ben on a typiquement 3 degrés de blocage pour la liaison encastrement. On a impossibilité de faire des mouvements dans une direction horizontale, impossibilité de faire des mouvements dans une direction verticale, et également impossibilité de faire des rotations, quelles qu'elles soient. Donc ça se caractérise du coup par des réactions qui vont apparaître pour s'opposer à des forces extérieures qui arriveront horizontalement. Si on a une force qui arrive de manière horizontale au point C, et bien forcément on va avoir une réaction qui va s'opposer à cette force. Pareil si on arrive verticalement, hein, si on a une force extérieure qui nous arrive verticalement sur cette poutre, on va avoir une réaction verticale qui va arriver également. Et pareil également pour le moment, si on a une force qui arrive de manière excentrée comme ça, je vais faire le petit dessin ici, on a cette situation avec, hop, on redessine cet encastrement comme ça, donc on fait une force qui arrive, on va dire, comme ça dans cette direction, force extérieure, et on va avoir du coup, donc une réaction horizontale, une réaction verticale, d'accord, et on va avoir également une résistance de moment. On va avoir quelque chose qui va s'opposer à une rotation possible de cette poutre autour de ce point-là. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas d'encastrement ici, et que si vous mettez par exemple simplement un pivot, bah, la poutre va pouvoir tourner autour de ce point de la liaison pivot. Mais ici, impossibilité de faire une rotation, c'est comme si on avait en quelque sorte quelqu'un qui venait avec un tournevis s'opposer à une rotation de la poutre qui, si elle n'était pas retenue, bah, et partirait comme ça, hein, et partirait dans cette direction comme ça, sous l'effet de la force F. Donc forcément, on a quelque chose qui vient retenir avec ce qu'on peut imaginer comme un tournevis, hein, pour empêcher la poutre de tourner dans cette direction et la faire rester dans un équilibre statique complet, quoi. Donc cette situation ici, on a donc non seulement une réaction horizontale, non seulement une réaction verticale, mais également un moment qui vient s'opposer à des déplacements possibles de cette poutre. Donc l'encastrement, vraiment, on a tous les degrés de blocage, donc on a toutes les réactions possibles à calculer ici. Alors la dernière liaison, hein, ça va assez vite, hein, de toute façon, mais la liaison glissière, elle est plutôt rare, hein, en liaison externe comme ça. On la rencontre assez peu souvent finalement, hein. La liaison externe, les seules réactions qu'elle va développer, c'est évidemment la réaction verticale et pas la réaction horizontale, hein. Là, le petit chariot peut aller de droite à gauche, mais il peut pas aller de haut en bas. Il peut ni aller en haut ni aller en bas. Donc forcément, si vous allez mettre une force verticale, vous allez avoir une réaction qui va se faire de manière verticale. Et pareil pour le moment, hein, pareil que dans le cas de l'encastrement, hein, si vous mettez un effort comme ça qui arrive de manière excentrée sur la poutre,
la liaison glissière va empêcher cette rotation de la poutre, puisque le seul déplacement possible laissé par la liaison glissière, c'est un mouvement de translation. Impossible de faire des rotations de cette poutre, quelle qu'elle soit, hein, avec une liaison glissière. Donc il doit bien y avoir quelque chose qui retient finalement la rotation de la liaison glissière avec toujours ce tournevis virtuel, hein, qu'on imagine, hein, mais il y a quelque chose, il y a un moment qui va résister à une rotation possible de la poutre qui est reliée par la liaison glissière au plan fixe. Donc voilà pour un petit peu la redéfinition de toutes ces liaisons cinématiques par rapport aux réactions qu'elles peuvent développer. Il y a un choix délibéré, on va dire, de définition des liaisons cinématiques. Il y a le choix de les définir par rapport aux mouvements qu'elles autorisent, comme on a fait dans ce cours-là. On est parti des mouvements, on est parti de la cinématique, on est parti de quels étaient les mouvements qui pouvaient faire en sorte les possibilités de mouvement, on va dire, d'un objet rigide par rapport à la référence, par rapport au plan fixe, et on a défini à partir de là les liaisons cinématiques. Mais il y a une autre possibilité de définir les liaisons cinématiques, c'est de partir justement de ces réactions, de partir de quelles sont les combinaisons possibles de réactions à faire, et qu'est-ce qu'on en déduit pour définir des liaisons cinématiques du coup. Alors nous on a plutôt choisi la méthode du coup de définir les liaisons cinématiques par rapport aux mouvements qu'elles autorisent, et on en arrive finalement à conclure du coup, on retourne un peu sur nos pieds, hein, on retombe sur nos pieds comme on aurait pu le faire dans l'autre sens, hein, finalement, en redécouvrant en quelque sorte ces réactions qui apparaissent comme ça, au niveau de chaque liaison cinématique, du moins quand vous mettez des efforts extérieurs sur la structure. On va voir justement comment calculer ces réactions, hein, quand vous avez une structure isostatique, comment vous faites pour... donc une structure isostatique soumise à des efforts extérieurs, hein, sinon il n'y a rien du tout qui se passe. Si vous avez des efforts sur une structure isostatique, voilà un petit peu les étapes pour calculer ces réactions en fonction des forces extérieures. La première étape, c'est évidemment de vérifier que la structure elle est bien isostatique, hein, parce que alors si vous testez chez vous, mais vous pouvez assez aisément vous rendre compte que si vous avez une structure par exemple qui est hyperstatique, vous allez vous retrouver bloqué à un endroit, hein. Vous allez plus pouvoir appliquer cette méthode qu'on va voir. Et alors il y a une autre méthode du coup qui permet de prendre en compte les structures hyperstatiques, mais qui est beaucoup plus, on va dire que c'est un peu plus coton quoi. Donc là, pour le cours, on va simplement s'intéresser aux structures isostatiques, qui sont les structures, on va dire des structures stables, hein, de toute façon. Sinon, on va pas pouvoir appliquer cette méthode. Donc la deuxième étape de cette méthode, après avoir bien sûr vérifié que la structure était bien isostatique, c'est de s'imaginer que pour la réaction que vous devez calculer, vous allez laisser libre le mouvement dans le même sens que cette réaction que vous allez calculer, et puis vous allez simplement remplacer la liaison par une liaison, donc pas équivalente, mais une liaison qui n'aura plus, qui va permettre le mouvement de la réaction que vous allez calculer. Bon, c'est pas très clair comme ça dans le texte, mais on va appliquer cette méthode, après, et la dernière étape, ça va être d'appliquer le principe des travaux virtuels à ce mécanisme hypostatique à 1 degré de liberté que vous allez avoir si vous faites la deuxième étape. Alors cette deuxième étape, elle est un peu obscure, hein, vue comme ça, mais on s'imagine que le degré de blocage qui correspond à la réaction est absent, donc en fait on va transformer les liaisons de manière fictive, transformer une liaison, chacun son tour, hein, de manière fictive pour laisser un mouvement possible, et en même temps y appliquer une force, une réaction. On va avoir ainsi un mécanisme à 1 degré de liberté, un mécanisme hypostatique, et avec ce mécanisme on va pouvoir appliquer le principe des travaux virtuels. Donc on va regarder un exemple. On a une structure comme ça qui nous est donnée. La première étape, c'est de regarder si cette structure, est-ce qu'elle est isostatique, hein. Dans un premier temps, on voit qu'effectivement cette structure, elle est potentiellement isostatique. On a, si on fait le décompte, on a 2 poutres, on a donc 6 degrés de liberté au total. On a le nombre de degrés de blocage
interne qui est égal à 2, le nombre de degrés de blocage externe qui est égal à 2 plus 1 plus 1 qui est égal à 4, et donc en tout on a 6 degrés de blocage, 6 degrés de liberté, donc on a bien égal à 0. La conclusion de ça, c'est que c'est un système qui est potentiellement isostatique, donc ça nous arrange, hein. Si on trouvait pas ça déjà dès le début, on pourrait pas appliquer la méthode. Donc à partir de là, on regarde la cinématique du système, ça on sait faire, hein. On applique simplement ce qu'on avait vu dans la séquence de cinématique, hein, du coup, où on regarde chacune des liaisons les unes après les autres. On va commencer par la poutre 1, et on regarde s'il y a le centre de rotation absolu qui existe ou pas. Le centre de rotation absolu de la poutre 1, il est donné par la liaison pivot ici en A, et la liaison appui simple nous donne également un indice sur des emplacements possibles de la liaison du centre de rotation absolu de la poutre 1. Donc on a un centre de rotation absolu qui est en même temps donné, qui est en même temps au point A, et un centre, donc le même point, c'est C1 à chaque fois, et un point qui du coup doit aussi appartenir à cette droite. Donc on a une incompatibilité déjà dès le départ. Quand on considère simplement cette poutre 1, on considère pas du tout tout le reste de la structure, hein. Juste en regardant ces deux liaisons et la poutre 1, on voit directement que le centre de rotation absolu ne peut exister. Il peut pas, dans ce cas-là, il peut pas se trouver en même temps en un point et en même temps sur la droite, donc il y a une incompatibilité, et donc il ne peut pas exister. Ok. Donc voilà, c'est ce qui est écrit là, hein. Il peut pas être en même temps au point A, il peut pas en même temps être sur la droite verticale, donc il n'existe pas, donc la poutre est totalement fixe. Une poutre complètement stable, c'est équivalent à dire que le centre de rotation absolu n'existe pas. Ensuite, la liaison rotule en C nous donne le centre de rotation relatif entre 2 et 1, donc on a directement le point C2 par rapport à 1, et ce qui est intéressant, c'est que on a montré juste avant que la poutre 1 était complètement fixe, donc qu'on peut la considérer comme le bâti, en fait, comme le plan fixe, et donc finalement le centre de rotation relatif de la poutre 2 par rapport à la poutre 1, ça devient un centre de rotation absolu. Forcément, si vous avez un centre de rotation, si vous avez une liaison rotule, on va dire, entre une structure qui est fixe, et qui est tout le temps fixe, quoi qu'il arrive, et une autre poutre, et ben vous allez pouvoir considérer que ce centre de rotation relatif, il est en fait absolu, puisque le premier corps par rapport auquel vous basez dans ce mouvement relatif, il est comme le bâti, il est comme le plan fixe. Si vous voulez, un petit moyen assez simple de refaire ce raisonnement, ça serait de dire que le centre de rotation relatif de 2 par rapport à 1, ça devient du coup, comme 1 égale à 0, ça devient C de 2 par rapport à 0. Et dans le premier cours, on avait dit que C2 et C2 par rapport à 0, c'était exactement la même chose. Donc ça peut être aussi un raisonnement qui peut être intéressant. Dès que vous trouvez qu'un corps est fixe, vous pouvez directement l'associer à 0. Vous pouvez le transformer en un corps qui s'appellerait 0 et qui serait du coup le plan fixe. Et tous les centres de rotation relatifs entre un corps et ce corps fixe deviennent des centres de rotation absolus. Donc ça c'est ce qui est écrit là, hein, c'est le raisonnement qui est là. Et puis on a du coup la dernière liaison en B, qui est une liaison appui simple, et qui nous dit que C2 doit se situer quelque part sur la droite, comme ça. Pareil qu'avant, hein, on a un point qui doit se situer en un point, c'est le même point, hein, c'est toujours C2, ici et ici. La question qu'on se pose, c'est est-ce que C2 existe? Parce que il se peut très bien que C2 existe alors que C1 n'existe pas, hein, c'est une possibilité. Et donc ici on a C2 qui est placé en ce point et qui doit être quelque part sur la droite. Donc forcément on a une incompatibilité, encore une fois. Et on a C2 qui n'existe pas. Et donc prouver que C2 n'existe pas, c'est complètement équivalent à prouver que la poutre 2 est fixe, qu'elle ne bouge pas par rapport au plan fixe, puisqu'on a une impossibilité de trouver un centre de rotation quelque part, ce qui est complètement équivalent à dire qu'elle est fixe. Et donc on a prouvé finalement que et la poutre 1 et la poutre 2 étaient bien fixes. Et donc la conclusion de ça, c'est que, en partant du fait que c'était potentiellement isostatique comme structure,
on a bien une structure isostatique au final. Donc là, ce qu'on a fait, c'est juste la cinématique globale du système. Alors j'ai bien détaillé hein, pour bien, on va dire, bien réviser cette partie-là. Mais vous pouvez évidemment aller un peu plus vite hein, si vous voyez. Alors si vous arrivez à voir directement que c'est isostatique, tant mieux pour vous, hein, mais le mieux c'est quand même de faire ces raisonnements les uns après les autres, que tout soit bien clair pour vraiment pas faire d'erreur et ne pas se tromper dans un raisonnement ou confondre, utiliser le théorème de Kennedy alors que là du coup il n'y en a pas besoin. Ça permet de pas se mélanger les pinceaux, de faire vraiment bien étape par étape et de bien détailler, on va dire, le raisonnement simplement dans la partie cinématique, quoi. Alors la slide juste avant, on a ça du coup. C'est celle-là que tu veux voir. On a le raisonnement qui consiste à dire qu'en fait, ce qu'on avait trouvé, le point C2 ici, et le point C2, et la liaison à puissance qui nous donne cette droite de possibilité pour C2, et de dire simplement que entre ce point-là et cette droite-là, d'appartenance du point C2, on a une incompatibilité complète entre les deux. Hein. C'est pas comme si on avait deux droites parallèles, et que ces deux devaient être contenus sur ces deux droites parallèles. Là, on aurait une possibilité de point à l'infini, mais là, on a vraiment un point défini ici, et en même temps une condition d'appartenance à une droite qui n'appartient pas, dont le point n'appartient pas à la droite, hein. Et donc c'est complètement incompatible comme condition pour que ces deux existent. Donc une structure isostatique, c'est pour la même raison que C1 n'existe pas. Exactement. C1, on avait tenu exactement le même raisonnement, hein. On avait dit C1 qui doit être sur le point A, et C1 qui doit être quelque part sur la droite. Donc effectivement, la conclusion c'était C1 n'existe pas. C'était exactement la même raison, oui, absolument. Hop. Système isostatique. On regarde ensuite. Donc on n'oublie pas hein, que le but c'est de calculer les réactions. Donc ce qu'on avait vu, hein, chaque liaison externe nous donne les réactions à calculer. Donc on regarde chaque liaison externe en A, en E et en B les unes après les autres. Et donc on regarde leur type de liaison. Et en fait ça on va pas l'apprendre par cœur. Hein. Il faut simplement se dire, un peu comme tu avais dit tout à l'heure, hein, Claude, qu'on a autant de réactions que de blocages en fait. Les degrés de blocage correspondent exactement aux réactions qui sont à chercher. Donc à chaque réaction, à chaque appui, à chaque liaison externe, on va y placer les petites réactions comme ça pour bien faire, on va dire bien voir ce qu'on a à calculer. Donc là on a 4 réactions à calculer en tout, avec la méthode du principe des travaux virtuels qu'on a vu juste avant. On va d'abord s'intéresser au calcul de cette réaction, RVE. Donc je ne sais pas si ça c'est bien clair pour tout le monde, on regarde chacune des liaisons externes et on indique par des réactions du coup les différents degrés de blocage des liaisons externes. Si on avait une liaison encastrement ici typiquement, on aurait rajouté un moment par exemple à calculer, etc. On fait ça avec toutes les liaisons du coup. Les liaisons externes. Calcul de cette réaction en particulier, calcul de RVE. Donc pour calculer RVE, ce qu'on avait dit, c'est qu'on remplace la liaison par une liaison qui permet d'effectuer le même mouvement que la réaction bloc. Donc l'idée c'est ça, c'est de supprimer, alors de se dire quel est le degré de blocage de cette réaction, quel est le degré de blocage de la réaction qu'on essaie de calculer, et ce qu'on va se dire, c'est qu'on va laisser libre ce degré de blocage du coup. On va faire en sorte de laisser libre la translation dans le même sens que RVE. Donc ça donne quelque chose comme ça. Pour un appui simple, ça donne finalement ne rien laisser du tout, et remplacer simplement la liaison par une force toute simple. Donc ce qu'on voit ici, c'est que on passe d'une structure qui est complètement isostatique à un mécanisme hypostatique à un degré de liberté. Ça c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure avec la phrase dans la méthode qui était un peu compliquée. C'est globalement, c'est exactement ce qu'on avait dit, hein. On transforme notre structure isostatique en un mécanisme hypostatique à un degré de liberté, mais avec cette fois donc nos forces extérieures, ici il n'y en a qu'une seule, et
la réaction qu'on essaie de calculer du coup, ici, RVE. Donc voilà, on voit bien ici que même, on va dire, même en visualisant cette liaison appui simple, comme le seul degré de blocage qui provoque, c'est d'appuyer comme ça dans cette direction, on voit que si on remplace un petit peu par un doigt qui vient appuyer ici, c'est complètement équivalent à cette liaison appui simple. Donc voilà, un petit peu le raisonnement qu'on doit faire à chaque fois. Après, on va détailler pour chacune des liaisons ce qu'on doit faire, mais c'est un petit peu cette idée-là. Donc mécanisme hypostatique à 1 degré de liberté, hein, vous pouvez vous en convaincre en vous disant simplement que comme on a enlevé 1 degré de blocage, et ben on n'a rien changé d'autre que de retirer dans 3p moins i moins e la valeur de e, on a retiré 1 à e, et comme on trouvait avant 0, bah forcément on va trouver 1. Donc si on fait 3p moins i moins e ici, on va trouver 6 pour le nombre de degrés de liberté total, et on va trouver 5 du coup pour le nombre de degrés de blocage total, entre liaison interne et externe. Donc on va bien trouver que c'est un mécanisme hypostatique, et que comme c'est égal à 1, c'est un seul degré de liberté. 1 degré de liberté, ça veut dire qu'on peut trouver un mouvement virtuel, qu'on peut faire en fait tout le raisonnement qu'on a déjà fait, hein. Ici, si vous regardez bien, en fait c'est exactement la même chose que ce qu'on avait fait au début du cours avec F1 et F2. On avait dessiné un mouvement virtuel de ce mécanisme en trouvant les degrés en trouvant les donc voilà les centres de rotation, en traçant les triangles pour trouver les valeurs de bêta en fonction de alpha, donc je vais pas refaire tout ça, mais c'est exactement la même chose finalement. On réapplique cette méthode qu'on a déjà vue la dernière fois, où on calcule, dans laquelle on calcule dans laquelle on applique en fait le principe des travaux virtuels pour retrouver une condition d'équilibre entre la force, donc ici F1 et F2, et complètement de manière équivalente entre RVE et F du coup. Ici, on avait trouvé du coup au début du cours que la condition d'équilibre dans cette situation c'était RVE égale à F, et donc là, bah, c'est terminé. On a réussi à calculer cette réaction RVE en fonction des degrés, en fonction des efforts externes, en fonction des actions externes. Alors, donc on récapitule un petit peu les... Voilà, alors bon, le calcul des réactions, alors si on a le temps, je calculerai l'une des réactions au niveau du pivot, ou peut-être cette réaction aussi, mais donc ça c'est si on a le temps, mais déjà, cette idée-là de remplacer une liaison par une liaison qui a 1 degré de blocage en moins dans le sens de la réaction qu'on essaie de calculer, c'est déjà quelque chose qu'on va essayer d'appliquer du coup pour chacune des liaisons cinématiques qu'on connaît, hein. C'est cette étape 2 là qui est un petit peu complexe, on va dire, bon, qui se fait bien finalement, mais qui change par rapport à la dernière fois. La première étape, vérifier que la structure elle est isostatique, ça on sait bien faire, hein. La troisième étape, utiliser le principe des travaux virtuels, on a appris à le faire la dernière fois, c'est ce qu'on a fait au tout début du cours du coup, pour calculer RVE, hein. Et la deuxième étape, c'est cette étape qui est un peu critique finalement. Donc l'appui simple, typiquement, on va regarder en détail cette étape justement où on transforme les liaisons cinématiques externes pour leur donner une nouvelle forme, pour leur enlever 1 degré de blocage. Comment choisir le degré de blocage à enlever? Justement, le degré de blocage à enlever, c'est celui qui correspond à chaque fois à la réaction qu'on essaie de calculer. Donc là, on va regarder toutes les liaisons cinématiques pour voir un petit peu toutes les situations possibles. Ici, le seul degré de blocage à enlever, il n'y en a qu'un seul dans un appui simple, il n'y a qu'une seule réaction de toute façon à calculer, il n'y a qu'un seul degré de blocage à enlever, c'est le degré de blocage du déplacement, de la translation verticale. Et donc enlever le degré de blocage de la liaison appui simple, ça revient en fait à tout enlever, à enlever la liaison complètement. Ça revient à enlever la liaison, mais on n'oublie pas, on rajoute du coup cet effort pour compenser en quelque sorte l'enlèvement du degré de blocage. On remplace le degré de blocage par la réaction qu'on essaie de calculer. On va faire cet exemple pour la liaison pivot, typiquement. On a deux possibilités, on a deux réactions à calculer. On a 2 degrés de blocage qui sont possiblement enlevables, on va dire.
On a le degré de blocage de la translation horizontale et le degré de blocage de la translation verticale. Donc quand il s'agit de calculer la réaction verticale, on enlève le degré de blocage du déplacement vertical. Donc ici, la situation équivalente, la liaison équivalente de cette liaison pivot auquel on a enlevé le degré de blocage vertical, c'est une liaison à puits simple comme ça qui permet d'aller dans le vertical comme ça, qui permet de faire un mouvement vertical. Vous voyez que cette liaison à puits simple, on peut faire des rotations, on peut faire des translations comme ça verticales, qui correspondent au degré de blocage qu'on a enlevé, et elles empêchent bien les translations horizontales du coup, comme la liaison pivot. Et à chaque fois qu'on essaie de calculer la réaction, on enlève le degré de blocage qui correspond à la réaction qu'on veut calculer. Donc ici, si on essaie de calculer la réaction horizontale, on enlève le degré de blocage horizontal, et ça nous donne en fait une liaison à puits simple, voilà, orientée dans cette direction-là. Alors, quand il y a les deux réactions en même temps, en fait c'est ça, on calcule, il peut jamais y avoir les deux réactions en même temps, sinon, alors si on s'imagine calculer les deux réactions en même temps, ça voudrait dire d'enlever tous les degrés de blocage de la liaison pivot, donc de tout enlever un peu comme on avait fait ici, mais seulement on aurait du coup deux réactions, et si on enlève 2 degrés de blocage, en fait, on transforme notre structure isostatique en un mécanisme hypostatique, mais à 2 degrés de liberté. Et on ne peut pas appliquer le principe des travaux virtuels à un système hypostatique à 2 degrés de liberté. Alors on peut, mais du coup ça nous donnera absolument pas les solutions. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on calcule les réactions les unes après les autres. À chaque fois on enlève 1 degré de blocage pour calculer une réaction, et puis après quand on aura besoin de calculer, donc on calcule dans un premier temps RVB par exemple, on enlève un premier degré de blocage comme ça, on calcule RVB, après on revient à notre situation initiale, et puis ensuite on se dit, je vais calculer RHB, donc j'enlève le degré de blocage comme ça, et je peux calculer RHB avec mon principe des travaux virtuels. Mais on fait en fait une réaction à la fois, à chaque fois. Sinon notre méthode ne peut plus s'appliquer. Les autres cas de figure, hein, la glissière c'est assez rare, mais je vous la montre quand même. Hein. Là, on va essayer d'y réfléchir ensemble, mais on a deux types de réactions à calculer. On a une réaction on a un moment à calculer au niveau du point C. Hein. On se souvient que la liaison glissière bloque les mouvements de rotation de la poutre par rapport au plan fixe, donc il y a non seulement un moment à calculer, mais aussi une réaction verticale ici de la liaison glissière. Le seul mouvement autorisé par la liaison glissière, c'est ce mouvement de translation dans une direction horizontale. Donc, la réaction à calculer, qui consiste à calculer le moment du coup en C, ça va donner une situation équivalente où on a effectivement un appui simple comme ça, puisqu'on va laisser la rotation possible de cette poutre, et donc la manière de laisser, la seule liaison qui correspond à cette liaison glissière auquel on aurait rajouté le degré de liberté de rotation, c'est une liaison appui simple qui permet donc de faire ce mouvement de rotation, qui permet de faire la translation qui était autorisée par la liaison glissière, et qui bloque la translation qui était bloquée aussi par la liaison glissière. Donc là vraiment on a complètement défini une liaison du coup appui simple comme ça dans cette direction, hein, qui permet, qui a les mêmes degrés de blocage que la liaison glissière, à l'exception du degré de blocage qu'on a libéré pour calculer la réaction MC. Si on veut calculer la réaction RV, la réaction verticale de la liaison glissière, là c'est une autre affaire. On a une liaison que je vous avais pas présentée au début du cours parce qu'on la rencontre jamais justement, mais c'est cette liaison double glissière justement où on a non seulement une possibilité de translation horizontale, mais aussi une possibilité de translation verticale du coup, et qui permet donc de calculer la réaction verticale. La dernière liaison, c'est la liaison encastrement du coup. Là cette fois-ci on a 3 réactions à calculer. Donc quand vous avez une liaison encastrement, vous savez que vous allez faire 3 calculs de principe des travaux virtuels à chaque fois. Et
Dès que vous avez une liaison encastrement, dès que vous avez en fait n'importe quel type de liaison, vous savez directement le nombre de réactions, le nombre de fois que vous devrez appliquer le principe des travaux virtuels. La première possibilité, c'est de laisser la rotation libre autour du point D, du coup, pour permettre d'ajouter cette action qui va résister à ce mouvement laissé libre, donc un moment finalement, d'ajouter le moment autour du point D, et ça c'est complètement équivalent à faire une liaison pivot en fait, pour laisser libre ce mouvement de rotation, et pour pouvoir ajouter ce moment, et avec le principe des travaux virtuels, calculer finalement le moment en fonction des efforts externes en rouge, là qu'on a représenté depuis le début. Des efforts externes F. La deuxième chose à calculer dans cette liaison encastrement, c'est la réaction horizontale et la réaction verticale. Donc ici, c'est d'abord la réaction verticale. Hein. On transforme la liaison encastrement par une liaison quasi-encastrement, mais qui permet aussi de laisser un degré de liberté dans le sens de la réaction qu'on veut calculer, ce qui est complètement équivalent à une liaison glissière finalement, qui est dans cette direction-là. Cette liaison glissière, elle bloque bien la rotation et la translation horizontale, et elle laisse libre la translation verticale, qui est dans le même sens que la réaction qu'on essaie de calculer. Et même raisonnement pour la réaction horizontale qu'on veut calculer dans le cas d'un encastrement. Pour transformer cet encastrement en une liaison qui autorise le mouvement dans la direction horizontale et qui bloque tous les autres degrés de blocage également, hein, on a juste à remplacer la liaison encastrement par une liaison glissière qui est orientée comme ça, à laquelle on rajoute la réaction horizontale, et on va pouvoir après calculer du coup, avec le principe des travaux virtuels, la réaction horizontale de cette liaison. Alors je vais simplement faire l'exemple, on va faire l'exemple par exemple de cette liaison pivot, on va faire, donc on a une réaction verticale en A à calculer, donc je vais le refaire, je vais refaire rapidement le schéma ici. Alors de toute façon, vous allez faire pas mal d'exemples pendant le TD là, et ça va vous permettre de prendre un petit peu l'habitude du coup de remplacer virtuellement les liaisons à chaque fois par une liaison, donc pas équivalente du coup, mais une liaison qui permet d'autoriser le mouvement dans le sens de la réaction que vous avez à calculer du coup. Alors je me souviens pas. Oui d'accord. Hop. Et comme ça, vous allez vite prendre l'habitude en fait de ce changement de liaison virtuelle en fait. Hop, et ici, un appui simple du coup. Ok. Donc ce qu'on essaie de calculer, c'est la réaction verticale au niveau de ce point qu'on a appelé A, je crois. Et puis, donc on avait une force comme ça. Ok. Hop, et on a une force F ici. Donc pour calculer cette liaison RVA, on va remplacer la liaison pivot qu'on voit ici par une liaison qui permet de faire tous les degrés de blocage de la liaison pivot, donc blocage horizontal, blocage vertical, mais qui permet également de faire une translation verticale. Donc la liaison qui permet de faire ça, ce qu'on avait vu, hein, la liaison qui permet de faire non seulement une rotation libre et de bloquer comme ça dans cette direction horizontale, c'est ce qu'on avait vu ici, la liaison appui simple comme ça, orientée dans cette direction-là. Et ça permet de calculer pour une liaison pivot la réaction verticale du coup. Donc on refait en quelque sorte le dessin du mécanisme qui va nous permettre de... Alors c'est plutôt comme ça, voilà. Qui va nous permettre de calculer la réaction verticale RVA. Hop. Et donc tout le reste du système, je refais exactement pareil que ce qu'on a au-dessus. Hein. Ici, une liaison appui simple. Ici, une rotule.
et ici l'appui simple au bout. Avec toujours la force qui s'applique, donc là, et on met aussi la réaction verticale RVA du coup, ici. Alors cette nouvelle configuration, hein, cette transformation on va dire, qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Elle nous a enlevé 1 degré de blocage, donc on part d'une structure isostatique et on se retrouve avec un mécanisme hypostatique à 1 degré de liberté. Pour s'en convaincre, on peut faire le décompte, hein, 3P moins I moins E, ici ça va être égal, donc à 1 normalement, hein, on vérifie, mais on a 2 poutres, on a, voilà, j'écris, hop, poutre 1, poutre 2, on a toujours ici 2 poutres, hein, on n'a rien changé de ce point de vue-là. Et donc on a 2 x 3, 6, moins le nombre de degrés de blocage interne de la rotule 2, moins le nombre de degrés de blocage externe, on a 3 appuis simples, moins 3, et ça fait bien un décompte de 1, comme on s'y attendait. Donc ce nouveau mécanisme hypostatique, on va déterminer comment il va bouger, hein, comment il va se mettre à bouger. Donc on part typiquement, alors là en regardant comme ça, on va partir, on va regarder la poutre 1 déjà. Donc on regarde la poutre 1, on regarde toutes les liaisons externes de la poutre 1. On a une liaison comme ça, appui simple, qui nous donne le centre de rotation C1 qui est quelque part sur cette droite. Ici, une autre liaison externe qui nous dit que la liaison, qui nous dit que le centre de rotation C1 est aussi quelque part sur cette droite. Donc si C1 existe, et il existe, hein, puisque on a démontré que c'était un mécanisme hypostatique, donc il faut forcément trouver un centre de rotation C1, enfin, il faut forcément trouver du mouvement en tout cas. Si ce n'est pas C1, ce sera C2. Donc le seul emplacement possible pour C1, s'il existe, c'est le point d'intersection entre ces deux droites du coup. Alors, tchouk. Ensuite, donc on a trouvé C1, on a C1 par rapport à 2 qui est directement donné ici, le centre de rotation relatif entre 1 et 2, et puis le centre de rotation relatif, le centre de rotation absolu, pardon, de la poutre 2, il est quelque part sur cette droite, mais on ne sait pas où. Pour savoir où est-ce qu'il se trouve, il va falloir utiliser le théorème de Kennedy, il va falloir dire que dans un mouvement possible, on a alignement de C1, C1,2 et C2, donc forcément, dans un mouvement possible, on aurait un alignement sur cette droite, puisqu'on connaît déjà C1 et C1,2, donc forcément C2 est quelque part dans l'alignement de ces deux premiers points. Donc forcément C2 est quelque part sur cette droite. Et donc, là on a terminé, hein, on a dit non seulement que C2 était quelque part sur cette droite, mais qu'il était quelque part aussi sur cette droite horizontale, donc il est à l'intersection des deux droites, en vert et en bleu, il est forcément ici. Là, on a tout trouvé du coup. On a trouvé non seulement le centre de rotation absolu C1, mais on a aussi trouvé le centre de rotation absolu C2. À partir de ces centres de rotation, on va pouvoir tracer un mouvement virtuel du mécanisme du coup. Le mouvement virtuel, je vais le tracer en bleu toujours. Hein. Enfin, je vais le tracer en bleu, ouais. On a donc, on va décider, je sais pas qu'est-ce qu'on peut se décider, on peut se dire qu'on va faire tourner d'abord la poutre 2, on fait tourner la poutre 2 autour de son centre de rotation absolu, donc autour de C2 du coup. Donc par exemple, je vais lui donner un mouvement qui va partir de là, comme ça. Hop, ça c'est mon mouvement virtuel, c'est mon départ de mouvement virtuel, avec donc un angle ici, qui va être égal à alpha. Alors je vais juste le faire un peu plus loin, pour pas qu'il y ait de confusion. Voilà. Donc là j'ai fait un mouvement comme ça de ma poutre 2, autour de mon centre de rotation C2. Ensuite ma poutre C1, les mouvements possibles de C1, les mouvements virtuels possibles, c'est des rotations autour du centre de rotation absolu C1. Donc ça va être des rotations comme ça, là, soit ça,
soit, alors pas ça du coup, mais forcément un mouvement qui du coup traverse C1 en quelque sorte, hein. Vous avez forcément une poutre qui va faire quelque chose comme ça, en passant par C1, mais voilà. La seule configuration possible en quelque sorte, c'est pour rejoindre là-bas le fait qu'il y ait une liaison rotule, il va falloir rejoindre ce point, et donc forcément C1 va être comme ça, pour être bien raccord avec le premier mouvement virtuel que j'ai imposé à droite. Là. Et alors il se trouve que là, on a les mêmes longueurs, on a la longueur A qui se retrouve ici, hein. Donc on a forcément le même angle, alpha, qui se retrouve là. Ensuite, donc l'étape d'après, j'essaie d'aller un peu vite, là il reste une petite minute, mais il reste plus qu'à calculer les déplacements. Donc ici, on va appeler ce déplacement D1 chapeau, par exemple, ce déplacement virtuel. Ici, le déplacement virtuel D2 chapeau. Et puis, on calcule du coup le travail virtuel de toutes ces forces, donc les forces RVA et les forces F. Ici, il n'y a qu'une seule force F, et la force de la réaction du coup. Donc on calcule les travaux virtuels de ces différents efforts dans ce mouvement. La liaison pivot en appui simple, c'est pour contrepaller à la force F. C'est ce qu'on a expliqué en fait, c'est pour calculer une réaction, vous transformez une liaison en une autre liaison qui permet de faire le mouvement pour lequel vous avez envie de calculer la force de réaction. C'est pour ça qu'on a changé cette liaison pivot. On essaie de calculer la réaction verticale au niveau de la liaison pivot. Et donc on transforme cette liaison pivot pour lui permettre de faire justement des mouvements de translation verticale. Et la liaison qui permet de faire ça, du coup, c'est cette liaison appui simple, qui permet du coup de faire le déplacement vertical, en plus de bloquer du coup la translation comme la liaison pivot, et de permettre la rotation comme la liaison pivot. À chaque fois, c'est cette méthode qu'on va appliquer pour trouver les réactions. Donc je calcule le travail assez rapidement, on retrouve l'angle alpha de l'autre côté, ici, comme ça. Hop, et du coup, si on considère que ça fait une longueur A, on a donc, alors, hop, RVA fois le déplacement virtuel qu'on a appelé D1, plus F fois le déplacement virtuel qu'on a appelé D2. À chaque fois, on va dans le même sens, hein. Force et déplacement sont dans le même sens, du coup on a à chaque fois un signe plus. Ça c'est complètement égal à du coup RVA fois alpha fois ce qu'on appelait A, hein, c'était la longueur ici, hein, c'était A ici, et donc plus ici on avait A sur 2 du coup, alpha, alors j'ai oublié, F fois alpha fois A sur 2. Et du coup, alors voilà, donc ça, on a une expression qu'on peut exprimer en fonction de notre paramètre alpha. RVA fois A plus F A sur 2. Hop. Et donc d'après le principe des travaux virtuels, dans une situation d'équilibre, ce sera juste pour la liaison pivot. Exactement, cette transformation, on l'a fait simplement pour calculer la réaction RVA. Quand on va calculer les autres réactions, on va faire une autre transformation de la structure isostatique qu'on avait au début. Alors là, on a pratiquement terminé, hein, d'après le PTV. Hop, nous dit que pour tout angle alpha, donc on a un travail virtuel qui doit être égal à 0, quelles que soient les valeurs de alpha, ce qui revient à dire finalement que, si je simplifie, on a ce qu'il y a entre parenthèses qui est égal à 0. Donc du coup, RVA, qui va être égal à, si je supprime le A, je passe tout ça de l'autre côté, moins F sur 2, et ça, c'est notre résultat final du coup. C'est la valeur de la réaction en fonction des efforts extérieurs, qu'on a réussi à trouver en appliquant le principe des travaux virtuels à cette structure qu'on a transformée du coup. Donc voilà, alors on était là-dessus. Donc ici, on peut écrire RVA égale à moins F sur 2. Alors ici, c'est une valeur négative, donc ça veut dire que le fait d'appliquer un effort comme ça en F au niveau du point D, ça va avoir tendance à faire relever la poutre au niveau du point A. Et donc,
contrairement au niveau de RVE, vous n'allez pas avoir un doigt qui va être en dessous, mais vous allez, pour devoir retenir la poudre, vous allez devoir appuyer sur A du haut vers le bas en fait, puisqu'on a trouvé une valeur négative, moins F sur 2. Donc là on peut, voilà, c'est la condition d'équilibre qui est nécessaire et suffisante du coup pour avoir quelque chose de complètement fixe, complètement équilibré, au moment même où on vient appliquer la force F. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Donc merci de votre attention. On se retrouve du coup pour le TD donc à 11h. Je dis à midi du coup pour tous les groupes. Et puis voilà, on va faire des exos du coup sur le calcul des réactions pour des structures isostatiques. Voilà, donc merci pour votre attention, et puis à tout à l'heure pour ceux qui sont avec moi en TD, et à la semaine prochaine pour celles et ceux pour les autres du coup. Au revoir. Alors, je vais juste remettre le calcul avant de partir. Tac. Voilà. Hop. Voilà, mais vous allez faire des exemples en TD de toute façon, pas d'inquiétude. Allez, bonne journée, au revoir.